L'orage s'abattit sur la vallée de la Loire avec la fureur caractéristique des tempêtes d'été. Des éclairs déchiraient le ciel sombre, illuminant un instant le chemin de terre qui s'était transformé en un bourbier rouge et traître. La pluie tombait en rideaux denses, si lourde qu'on parvenait à peine à voir au-delà de quelques mètres devant soi. Cécile marchait sans destination précise. Sa robe de coton trempé collait à son corps maigre et ses cheveux châtain foncé collaient à son visage pâle. Elle n'avait ni parapluie, ni couverture, ni même un petit sac avec ses affaires. Seulement la robe qu'elle portait, déjà déchirée à l'ourlet, et ses chaussures de cuir qui ressemblaient plus à des morceaux de tissu mouillés enroulés autour de ses pieds. Il s'était écoulé à peine 5 heures depuis qu'elle avait été expulsée de la résidence des Leclerc, la famille de riches négociants pour qui elle avait travaillé pendant 3 ans comme gouvernante. 5 heures depuis que son monde s'était complètement effondré. Cécile était arrivée dans cette maison à 21 ans, portant sur ses épaules non seulement sa propre douleur, mais la ruine de toute une famille. Son père, Alain Dubois, avait été un prospère négociant français établi à Marseille. Il importait des tissus fins d'Europe, négociait avec les meilleures maisons de commerce de la région. La famille vivait bien, avait une grande maison près du port, des domestiques, une position sociale. Cécile avait étudié le piano avec une professeure française. Elle parlait raisonnablement bien le français. Elle savait broder, danser, toutes les qualités qu'une jeune fille de bonne famille devait maîtriser. Mais tout s'était effondré quand elle avait 18 ans. Son père avait lourdement investi dans une cargaison de soie et de brocart venus d'Italie. La documentation semblait parfaite, l'affaire prometteuse, mais la marchandise était falsifiée. Quand la vérité éclata, les créanciers furent implacables. En moins de 6 mois, ils perdirent tout. La maison, les meubles, même les bijoux de sa mère furent vendus aux enchères pour payer les dettes. Le coup fut trop dur pour Alain. Une nuit, après avoir vu les dernières affaires de la famille emportées par des étrangers, il monta au grenier de l'entrepôt qui ne lui appartenait déjà plus et n'en redescendit jamais. On retrouva son corps le lendemain matin. La mère de Cécile, Madame Amélie, ne survécut pas 3 mois à son mari. La honte, la pauvreté soudaine et la perte brisèrent quelque chose d'essentiel en elle. Elle tomba malade d'une fièvre que les médecins ne surent nommer et s'éteignit un après-midi pluvieux, murmurant en délire le nom de son époux. Cécile était restée seule au monde. Elle avait un frère plus jeune, Gabriel, mais il avait disparu peu après la faillite, trop honteux pour affronter la misère. Certaines personnes disaient qu'il avait embarqué pour Bordeaux, d'autres qu'il était parti vers le sud, tentant sa chance dans les colonies d'immigrants. Cécile ne sut jamais au juste. Sans famille et sans ressources, elle avait dû trouver un moyen de survivre. C'est alors que Madame Leclerc, épouse d'un riche négociant en vin, lui avait offert le poste de gouvernante pour ses 2 filles. La proposition était venue par l'intermédiaire d'une ancienne connaissance de la famille, mue plus par pitié que par véritable charité. Pendant 3 ans, Cécile avait servi avec dévouement. Elle enseignait aux jeunes filles la littérature, l'arithmétique élémentaire, la musique et les bonnes manières. Elle vivait dans une petite chambre au fond de la maison, mangeait après la famille et recevait un modeste salaire qui lui permettait à peine d'acheter l'essentiel. Mais c'était un toit sur la tête, de la nourriture dans l'estomac et une certaine dignité préservée. C'était suffisant jusqu'à ce maudit après-midi. La famille Leclerc avait 3 enfants. Les 2 jeunes filles, de 10 et 12 ans, étaient ses élèves. Le fils cadet, Olivier, avait 23 ans et était tout ce qu'une famille respectable ne souhaiterait pas avoir. Joueur invétéré, fréquentant des cabarets louches, débiteur chronique, il vivait aux dépens de la patience de plus en plus limitée de son père. Olivier voyait sa mère, Madame Joséphine, comme le seul obstacle entre lui et une vie d'abondance sans travail. Il savait que tant qu'elle vivrait, le vieux Leclerc ne lui donnerait jamais le contrôle des affaires, ni l'accès à l'argent de la famille, au-delà du strict minimum. Madame Joséphine connaissait très bien la nature de son fils cadet et protégeait le patrimoine familial bec et ongles.
C'est alors qu'Olivier conçut son plan abject. 3 semaines avant l'expulsion de Cécile, Madame Joséphine avait commencé à se sentir mal fréquemment. Nausées, vertiges, faiblesse inexplicable. Le médecin de famille, le docteur Martin, ne trouvait aucune cause apparente. Il avait prescrit du repos et un régime léger, mais les symptômes persistaient. Cet après-midi fatidique, tandis que Cécile donnait des leçons aux jeunes filles dans le cabinet d'études, Madame Joséphine avait subi un épisode particulièrement grave. Elle s'était évanouie pendant le dîner, effrayant toute la maison. Le docteur Martin avait été appelé en toute hâte. Pendant que le médecin examinait la dame, Olivier était apparu dans le cabinet d'études, le visage bouleversé. Derrière lui venaient le père et 2 domestiques de la maison. « Nous avons trouvé ceci dans votre chambre », avait dit M. Leclerc d'une voix glaciale en tendant la main. Dans sa paume se trouvait un petit flacon de verre sombre. Sur l'étiquette, en lettres claires, on lisait laudanum. Cécile avait pâli. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ce flacon de ma vie. » « C'était sous votre matelas », avait insisté Olivier avec une fausse indignation. « Nous avons fouillé votre chambre parce que nous avons commencé à nous méfier. »« Je n'ai préparé aucun thé », avait protesté Cécile, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « C'est vous qui avez apporté le thé à ma mère ce jour-là. J'étais avec les jeunes filles tout le temps. » « Une menteuse », avait vociféré Olivier. « Les servantes vous ont vu dans la cuisine. » Il était vrai que Cécile avait été dans la cuisine ce jour-là. Elle était allée chercher de l'eau pour les jeunes filles, mais n'avait préparé aucun thé. Cependant, qui la croirait contre le fils de la famille? Le docteur Martin était descendu à ce moment-là, le visage grave. « Monsieur Leclerc, j'ai besoin de vous parler. En privé. » Les hommes se retirèrent. Cécile était restée là, tremblante, sentant les jeunes filles s'accrocher à ses jupes, confuses et effrayées. Quand M. Leclerc était revenu, son expression était de pierre. « Le docteur a trouvé des traces d'opium dans le sang de mon épouse. Quelqu'un l'empoisonne petit à petit. » Cécile sentit ses jambes fléchir. « Monsieur, je jure par tout ce qui est sacré, je ne ferai jamais une chose pareille. Quelqu'un a mis ce flacon dans ma chambre. »« Silence !» avait tonné Leclerc. « Vous devriez remercier que je n'appelle pas les autorités. Je ne veux pas le scandale d'avoir hébergé une empoisonneuse. Mais si vous restez 1 minute de plus sous ce toit, ou si vous osez en dire un mot à qui que ce soit, je jure que je vous ferai arrêter et condamner à la potence. » Ainsi, sans même pouvoir prendre ses maigres affaires, Cécile fut jetée dehors en pleine tempête qui se formait. On ne lui permit de prendre aucun manteau. Les premières heures après l'expulsion furent les pires. Elle avait tenté de frapper à quelques portes de connaissance en ville, mais les rumeurs s'étaient déjà répandues à une vitesse effrayante. Dans les petites villes, les nouvelles voyageaient plus vite que les chevaux. Partout où elle allait, les portes se fermaient avant même qu'elle ne puisse s'expliquer. « L'empoisonneuse », entendait-elle murmurer. Elle a tenté de tuer sa patronne par jalousie. On dit qu'elle voulait hériter de quelque chose. Les mensonges grandissaient et se multipliaient à chaque transmission. Sans alternative, elle avait commencé à marcher sur la route qui sortait de la ville. Elle n'avait pas de plan, pas de destination. Elle marchait juste au loin, vers n'importe quel endroit qui ne serait pas là. La tempête s'était intensifiée. La boue rouge de la route collait à ses chaussures, rendant chaque pas un effort herculéen. Des éclairs illuminaient le chemin en lueur soudaine et aveuglante, suivis de tonnerres qui faisaient trembler la terre. Cécile était trempée jusqu'aux os, tremblant de froid de manière incontrôlable. Elle n'avait pas mangé depuis le modeste petit déjeuner de ce matin-là. Son estomac se plaignait, vide et douloureux. Ses pieds saignaient à l'intérieur de ses chaussures déchirées, mais elle continuait à marcher, car s'arrêter signifiait accepter la défaite finale. La nuit était déjà tombée quand elle aperçut une structure au bord de la route. C'était une petite chapelle abandonnée, ses murs blanchis à la chaux, s'écaillant, le toit de tuiles rouges avec plusieurs brèches par où la pluie s'écoulait. Il n'y avait pas de porte, juste une ouverture sombre. Cécile entra en titubant. À l'intérieur, l'odeur de moisi et d'abandon était forte, mais au moins elle était partiellement protégée de la pluie.
Quelques bancs de bois pourri tenaient encore debout. Un autel simple, sans aucun ornement, occupait le fond. Aucune image sainte, aucune bougie, juste des murs vides et le son de la pluie martelant le toit percé. Elle s'effondra sur l'un des bancs, s'étreignant pour tenter de contenir ses tremblements. Les larmes vinrent enfin, chaudes contre sa peau glacée. Elle pleura pour tout ce qu'elle avait perdu, pour sa famille détruite, pour ses parents morts, pour son frère disparu, pour sa réputation ruinée, pour le futur qui n'existait plus, pour l'injustice crue et cruelle d'être accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Combien de temps resta-t-elle là? Elle ne sut le dire. Peut-être 1 heure, peut-être 2. Le froid lui pénétrait les os. Les tremblements étaient si violents que ses dents claquaient de manière incontrôlable. C'est alors qu'elle entendit le son de sabots de cheval. Elle leva la tête, alerte, et à travers l'ouverture de la porte, elle vit la silhouette d'un cavalier sur la route. L'homme tira sur les rênes en passant devant la chapelle, comme s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Cécile se recroquevilla sur le banc, essayant de devenir invisible. Elle ne savait pas qui était cet homme. Ce pourrait être quelqu'un de la ville à sa recherche. Ce pourrait être un danger encore plus grand. Le cavalier descendit de cheval. À travers la pluie, Cécile vit que c'était un homme grand, aux larges épaules, portant une cape de cuir et un chapeau à larges bords qui le protégeait partiellement de la tempête. Il s'approcha de l'entrée de la chapelle, à pas prudents. « Il y a quelqu'un » appela-t-il. Sa voix était grave, mais non menaçante. Cécile ne répondit pas, retenant sa respiration. L'homme entra. À la faible lumière d'un éclair, elle vit son visage pour la première fois. Il avait environ 40 ans, des traits anguleux, une barbe courte et bien entretenue, déjà parsemée de fils blancs. Ses yeux, même dans la pénombre, avaient une expression de fatigue permanente. Il la vit sur le banc et s'arrêta, surpris. « Madame », dit-il avec précaution, « vous allez bien ?» Quelle question absurde. Non, elle n'allait pas bien. Elle était trempée, tremblante, affamée, sans but, sans espoir. Mais les mots ne sortirent pas. Elle réussit seulement à le regarder avec des yeux écarquillés de peur. L'homme fit un pas en arrière, comme pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Excusez-moi de vous avoir effrayé. Je suis Rodolphe de Saint-Pierre, propriétaire du domaine de Bellevue, à environ 8 kilomètres d'ici. Je revenais de vérifier les vannes des étangs à cause de la tempête quand j'ai vu cette chapelle. Et, eh bien, j'ai pensé que quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. » Cécile tenta de parler, mais sa gorge était si serrée qu'un son étranglé en sortit. Rodolphe fronça les sourcils, inquiet, s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. « Mademoiselle, vous êtes glacée. Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« Non, je ne sais pas. » réussit-elle enfin à murmurer. Il retira sa cape de cuir et, avant qu'elle ne puisse protester, la posa sur ses épaules. Le cuir gardait encore la chaleur de son corps et Cécile ressentit un soulagement immédiat, bien que minime. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, s'accroupissant pour être à sa hauteur. Cécile hésita. Donner son nom signifiait risquer qu'il connaisse les rumeurs, mais mentir semblait inutile à ce stade. « Cécile » répondit-elle doucement. « Cécile » répéta-t-il comme s'il goûtait le nom. « Vous fuyez quelqu'un » Les larmes revinrent. Elle se sentit incapable de faire confiance à sa voix. Rodolphe ne posa plus de questions. Il dit simplement « Je peux vous offrir un abri au domaine, au moins jusqu'à ce que la tempête passe. Ensuite, si vous voulez partir, personne ne vous en empêchera. » Cécile leva les yeux vers lui, cherchant des signes de secondes intentions, de pièges. Mais tout ce qu'elle vit fut une honnêteté tranquille et fatiguée. Ses yeux portèrent la marque de quelqu'un qui connaissait la douleur. « Je n'ai nulle part où aller, monsieur, » dit-elle, la voix brisée. Rodolphe soutint son regard. « Alors, pour l'instant, vous avez un toit. Allons-y, avant que cette pluie n'empire encore. » Il l'aida à se lever. Les jambes de Cécile la soutenaient à peine, et il dut la soutenir. Il la conduisit hors de la chapelle, où son cheval, un grand animal sombre, attendait patiemment sous la pluie. « Savez-vous monter à cheval » demanda-t-il. «
J'ai déjà monté, mais il y a longtemps. Vous devrez monter devant moi. Il l'aida à monter en premier, puis monta derrière, tenant les rênes d'une main et gardant l'autre autour de sa taille pour la maintenir en sécurité. Cécile était trop raide, de froid et de peur, et pour ressentir le moindre embarras. Le cheval suivit le chemin boueux d'un pas prudent. La pluie continuait, implacable. Rodolphe ne parla plus, concentré sur la conduite de l'animal en toute sécurité. Après ce qui sembla une éternité, des lumières apparurent au loin. Une barrière en bois marquait l'entrée d'une propriété. Rodolphe descendit de cheval, ouvrit la barrière, fit passer le cheval et la referma avant de remonter. Le domaine était grand. Cécile aperçut, même à travers le rideau de pluie, une grande maison à 2 étages, aux murs blanchis à la chaux, aux toits de tuiles sombres. Autour, vaguement visibles dans l'obscurité, s'étendaient des constructions plus petites, des granges, des cours, des dépendances transformées en logements de colons. Rodolphe conduisit le cheval directement vers une écurie près de la maison. À l'intérieur, la protection contre la pluie fut un immense soulagement. Il descendit de cheval le premier, puis l'aida à descendre. Un jeune homme apparut d'un coin, apparemment en attente. « Monsieur le châtelain, je pensais que vous ne reviendriez pas avec cette tempête. Damien, occupe-toi du cheval. Il mérite une ration supplémentaire ce soir. »« Oui, monsieur. » Le jeune homme lança un regard curieux à Cécile, mais ne posa pas de questions. Rodolphe la conduisit hors de l'écurie, traversant un court espace sous la pluie jusqu'à la véranda de la grande maison. Il poussa la lourde porte en bois et ils entrèrent dans un large couloir, éclairé par des lampes à huile. « Tante Geneviève » appela-t-il. Une femme âgée apparut d'une porte latérale. Elle avait des cheveux complètement blancs, attachés en un chignon serré, un visage ridé, mais des yeux vifs et perçants. Elle portait une robe sombre et simple, un tablier blanc noué à la taille. Quand elle vit Cécile, ses sourcils se levèrent. « Mon Dieu, Rodolphe, d'où sort cette créature ?»« Ah, je l'ai trouvée dans la vieille chapelle sur la route. Elle est trempée et glacée. Elle a besoin de vêtements secs, de nourriture chaude et d'un lit. » Tante Geneviève s'approcha, examinant Cécile avec des yeux expérimentés. « Elle est presque en hypothermie. Viens avec moi, ma petite. » Cécile regarda Rodolphe, incertaine. Il hocha la tête, encourageant. « Vous pouvez lui faire confiance. Tante Geneviève, elle commande plus dans cette maison que moi. » La vieille dame laissa échapper un soupir. « Quelqu'un doit bien maintenir l'ordre. » Elle prit Cécile par le bras, avec une fermeté surprenante. « Viens. D'abord un bain chaud, ensuite à manger, après nous parlerons. » Elle conduisit Cécile à l'étage par un couloir avec plusieurs portes. Elle en ouvrit une, révélant une chambre modeste mais propre. Il y avait un lit en fer avec un matelas haut, une commode en bois sombre, une chaise, une armoire, une fenêtre avec de simples rideaux donnaient sur l'arrière de la propriété. « Asseyez-vous ici pendant que je prépare l'eau, » dit tante Geneviève, la poussant doucement vers la chaise. Elle sortit et revint quelques minutes plus tard avec une bassine en étain et une cruche d'eau fumante. Elle versa l'eau dans la bassine, ajouta un peu d'eau froide d'une autre cruche. « Ce n'est pas très chaud, mais ça aidera. » Elle aida Cécile à retirer sa robe trempée. Le vêtement tomba au sol avec un bruit lourd, trop imbibé. Tante Geneviève fit une grimace. « Ça va à la poubelle. C'est irrécupérable. » Cécile resta là en combinaison mouillée, tremblante. Tante Geneviève prit un linge et commença à lui laver les bras, le visage, le cou avec l'eau tiède. La chaleur était si agréable que Cécile faillit pleurer de nouveau. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Cécile. »« C'est un joli nom. D'où viens-tu » Cécile hésita. « De la ville. »« Et qu'est-ce qui t'a amené ici par cette tempête sans rien d'autre qu'une robe ? Je ne peux pas le dire. » Tante Geneviève s'arrêta, étudiant son visage. « Tu fuis quelque chose de grave, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin de me le dire si tu ne veux pas, mais sache que dans cette maison, tant que monsieur le châtelain Rodolphe te permettra de rester, personne ne te fera de mal. » Elle finit de la laver
l'essuya avec un linge sec et alla jusqu'à l'armoire d'où elle sortit une chemise de nuit en coton propre. C'était celle de la défunte épouse du châtelain. Elle était à peu près de ta taille. Elle aida Cécile à l'enfiler. La chemise de nuit était simple mais confortable, sentant légèrement la lavande. Maintenant, allonge-toi un peu pendant que je vais chercher à manger. Cécile obéit, s'allongeant sur le lit. Le matelas était ferme, mais pas inconfortable. Des couvertures lourdes furent bientôt placées sur elle. La chaleur commença enfin à pénétrer son corps glacé. Tante Geneviève revint avec un plateau, un bol de bouillon de poulet fumant, du pain frais, une tasse de thé fort et sucré. « Mange doucement. Ton estomac n'aimera pas si tu avales trop vite. » Cécile mangea en obéissant aux instructions, chaque cuillerée de bouillon chaud descendant comme un miracle. Elle ne se souvenait pas quand la nourriture lui avait semblé si bonne. Quand elle eut fini, tante Geneviève retira le plateau. « Dors maintenant, nous parlerons davantage demain. » Après que la porte se fut refermée, Cécile resta allongée dans l'obscurité, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. Elle n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé ces dernières heures, de l'accusation terrible à l'expulsion brutale, de la marche désespérée dans la tempête au sauvetage inattendu par un étranger. Rodolphe de Saint-Pierre, avait-il dit, Monsieur le Châtelain, un baron évidemment, veuf. Si la chemise de nuit avait appartenu à son épouse, pourquoi l'avait-il aidée sans poser de questions? Elle n'avait pas de réponse. Elle était trop fatiguée pour penser. La chaleur des couvertures, la nourriture dans l'estomac, le corps commençant enfin à se détendre. Tout conspirait pour qu'elle s'endorme. Ses dernières pensées, avant de tomber dans un sommeil profond, furent pour le regard de Rodolphe de Saint-Pierre. Il y avait quelque chose dans ses yeux fatigués et tristes qu'elle reconnaissait. C'était la marque de quelqu'un qui avait aussi connu la perte, la douleur, la solitude, quelqu'un qui savait ce que c'était de n'avoir nulle part où aller. Peut-être était-ce pour cela qu'il avait compris. Peut-être était-ce pour cela qu'il n'avait pas posé de questions. Peut-être était-ce pour cela qu'il avait offert un abri quand le monde entier lui avait fermé ses portes. Pendant qu'elle dormait, la tempête dehors commença à s'apaiser. Les tonnerres devinrent plus lointains, les éclairs moins fréquents. La pluie diminua pour devenir une bruine douce et constante, lavant la terre rouge de la vallée de la Loire, nettoyant les chemins boueux. Et au domaine de Bellevue, dans la modeste chambre du 2e étage, une jeune femme sans nom et sans espoir dormait pour la première fois depuis longtemps, sans peur de se réveiller sans toit sur la tête. Elle ne le savait pas encore, mais sa vie venait de changer complètement. Cécile se réveilla désorientée. Un instant, elle ne reconnut pas où elle se trouvait. La chambre était inconnue, la lumière qui entrait par la fenêtre avait une qualité différente. Alors, les souvenirs de la veille inondèrent son esprit comme une vague froide. L'accusation, l'expulsion, la tempête, le cavalier qui l'avait secouru. Elle s'assit sur le lit, le cœur battant. Le soleil était déjà haut. À en juger par l'intensité de la lumière, il devait être le milieu de la matinée, peut-être plus tard. Depuis combien de temps n'avait-elle pas dormi aussi tard? La chemise de nuit qu'elle portait sentait la lavande. C'était celle de la défunte épouse du châtelain, avait dit tante Geneviève la nuit précédente, une femme morte dont elle portait maintenant les vêtements. La sensation était étrange, presque comme revêtir la peau d'un fantôme. Elle se leva lentement, testant ses jambes. Elle lui faisait encore mal de la marche dans la tempête, mais c'était une douleur supportable. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta le simple rideau de coton. La vue lui coupa le souffle. S'étendaient devant ses yeux des rangées interminables de vignes, leurs feuilles vert foncé brillant sous le soleil du matin. Les plantes couvraient des collines douces qui ondulaient à perte de vue, ponctuées ici et là par des arbres plus hauts qui offraient de l'ombre. Au loin, on apercevait une forêt dense, préservée au sommet des collines les plus hautes. Le ciel était clair, d'un bleu profond, comme si la tempête de la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. C'était beau, tristement beau, d'une manière que Cécile ne parvenait pas à expliquer. Peut-être parce que cette beauté ne lui appartenait pas, parce qu'elle n'était qu'une intruse temporaire dans ce coin du monde. Un léger coup à la porte la fit se retourner. « Entrez !» dit-elle, sa voix encore rauque de sommeil.
Tante Geneviève entra, portant une robe pliée sur ses bras. « Bonjour, mon enfant. Bien dormi ?»« Oui, madame, merci. J'ai apporté des vêtements. Ils appartenaient aussi à la défunte, mais elle n'en aura plus besoin. Et vous, si. » Il y avait une pragmaticité dans ces mots qui ne diminuait pas la gentillesse. « Habillez-vous et descendez pour le petit déjeuner. Ou serait-il plus approprié d'appeler cela le déjeuner, vu l'heure ?» Après que tante Geneviève fut sortie, Cécile examina la robe. Elle était en coton épais, bleu délavé, clairement un vêtement de travail quotidien, rien d'élégant mais propre et soigneusement rapiécé. Elle s'habilla lentement, remarquant qu'elle lui allait raisonnablement bien sur son corps maigre. La défunte épouse du châtelain devait avoir été une femme de constitution délicate. Elle descendit les escaliers pieds nus, car ses chaussures avaient été détruites par la marche dans la boue. Le couloir du rez-de-chaussée était vide, mais des voix venaient de plus loin. Elle suivit le son jusqu'à trouver une salle à manger spacieuse et simple. Tante Geneviève mettait la table. Quand elle vit Cécile, elle lui indiqua une chaise. « Assieds-toi, je vais chercher à manger. » Cécile s'assit, les mains entrelacées sur ses genoux. La pièce était meublée de manière austère, mais pas désagréable. Une grande table en bois sombre, des chaises à dossier droit, un buffet contre le mur, aucun tableau, aucun ornement. C'était comme si la maison avait été vidée de sa personnalité. Tante Geneviève revint avec un plateau. Du pain frais, de la confiture de coin, du café fumant, mange. Après, Monsieur le châtelain veut te parler. Ces mots firent se serrer l'estomac de Cécile. Bien sûr qu'il voudrait lui parler. Il voudrait savoir qui elle était, d'où elle venait, pourquoi elle était seule dans la tempête et que dirait-elle. La vérité sonnait comme une fantaisie. Personne ne croirait qu'elle avait été injustement accusée d'empoisonnement. Elle mangea sans grand appétit, malgré la faim. Chaque morceau de pain semblait s'élargir dans sa gorge, difficile à avaler. Quand elle eut fini, tante Geneviève la conduisit à un bureau au fond de la maison. C'était une petite pièce, mais bien organisée. Des étagères avec des livres de comptes, une table de travail couverte de papier, une chaise en cuir usée. Rodolphe de Saint-Pierre se tenait près de la fenêtre, regardant les vignes. Il se retourna quand elles entrèrent. À la lumière du jour, Cécile put mieux le voir. C'était vraiment un homme d'une quarantaine d'années, peut-être 42 ou 43 ans. Grand, aux larges épaules, mais pas robuste, comme quelqu'un qui avait travaillé physiquement toute sa vie, mais commençait à sentir le poids des années. Ses cheveux sombres étaient bien coupés, mais montraient des mèches grises aux tempes. Sa barbe courte était également parsemée de blanc. Ses yeux, couleur miel foncé, avaient cette même expression de fatigue permanente qu'elle avait remarquée la nuit précédente. Il portait des vêtements simples, un pantalon de toile épaisse, une chemise de coton blanc sans ornement, des bottes de cuir usées par l'usage. Il n'y avait en lui aucune ostentation, aucune démonstration de richesse, bien qu'il fût clairement un homme de bien. « Bonjour, mademoiselle Cécile », dit-il avec une courtoisie formelle. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. »« Oui, monsieur. » Il lui indiqua une chaise devant la table. Cécile s'assit, les mains serrées sur ses genoux. Rodolphe s'installa derrière la table, les doigts entrelacés sur la surface en bois. « Je ne vais pas faire semblant de ne pas être curieux, » commença-t-il sans détour. Une jeune femme seule, au milieu d'une tempête, fuyant clairement quelque chose. Cécile déglutit. « Je ne sais pas par où commencer. »« Par le début, cela fonctionne généralement, » dit-il doucement. Elle respira profondément. Peut-être valait-il mieux dire la vérité. Quelle différence cela ferait-il maintenant? Il allait l'expulser de toute façon quand il saurait. Au moins, elle partirait avec la conscience tranquille d'avoir été honnête. « Mon nom est Cécile Dubois, » commença-t-elle d'une voix basse. « Je suis la fille d'Alain Dubois, qui fut négociant à Marseille. Ma famille avait une vie confortable, jusqu'à ce que mon père soit trompé dans une affaire. Nous avons tout perdu. Il s'est suicidé. Ma mère est morte de chagrin peu après. Je suis resté seul. » Rodolphe écoutait sans l'interrompre, son visage inexpressif.
J'ai trouvé un emploi de gouvernante chez la famille Leclerc. J'y ai travaillé pendant 3 ans. Hier, sa voix faillit, elle s'éclaircit la gorge et continua. Hier, j'ai été accusé d'avoir tenté d'empoisonner la maîtresse de maison. Ils ont trouvé un flacon de laudanum dans ma chambre. Je jure que ce n'était pas le mien. Quelqu'un l'a mis là, mais personne ne m'a cru. J'ai été expulsé sans même pouvoir prendre mes affaires. C'est alors que monsieur m'a trouvé. Silence. Rodolphe l'étudiait avec ses yeux attentifs. Cécile se prépara au rejet, aux accusations, à être traitée de menteuse. Qui aurait pu vouloir vous piéger? La question l'a pris au dépourvu. Le fils de la famille, Olivier Leclerc, il a des dettes, des vices. Il voulait que sa mère meure pour avoir accès à l'argent de la famille. M'utiliser comme bouc émissaire était commode. Et Madame Leclerc vit-elle encore? Elle vivait quand j'ai été expulsé, mais elle était très malade. S'il continue de l'empoisonner, elle ne termina pas la phrase. Rodolphe se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts tambourinant pensivement sur la table. C'est une histoire grave. C'est la vérité. Il l'étudia longuement, puis, étonnamment, il dit « Je vous crois ». Cécile cligna des yeux stupéfaite. « Monsieur, j'ai vu suffisamment de menteurs dans ma vie pour en reconnaître un quand j'en vois un, et vous ne mentez pas. De plus, votre histoire a la cohérence maladroite de la vérité. Les mensonges ont tendance à être plus polis. » Des larmes brûlèrent les yeux de Cécile. C'était la première personne depuis son expulsion qui la croyait. « Merci, murmura-t-elle. Mais cela nous met dans une situation délicate, continua Rodolphe. Si les Leclerc ont répandu que vous êtes une empoisonneuse, votre réputation est ruinée. Vous ne pouvez pas retourner en ville. Vous ne pouvez pas chercher un autre emploi sans référence. Je sais. Sa voix n'était qu'un filet. Alors, je vous fais une proposition. Restez ici. Travaillez pour moi. Pas comme domestique, j'ai suffisamment de personnes pour cela, mais j'ai un besoin que vous pourriez peut-être combler. Cécile leva les yeux, surprise. Quel besoin? Il y a des enfants d'ouvriers sur ce domaine, des colons italiens, certains anciens serfs, qui sont restés comme travailleurs libres, des paysans venus des régions les plus pauvres. Les enfants n'ont aucune éducation. Ils grandissent analphabètes, sans perspective, à part répéter la vie de leurs parents. Vous avez été gouvernante, vous pourriez les instruire. La suggestion était si inattendue que Cécile resta sans voix un instant. Instruire les enfants des travailleurs? Pourquoi pas? J'ai une vieille grange que je n'utilise plus. Elle peut être convertie en salle de classe. Je n'ai pas d'argent pour payer un gros salaire. Le domaine est en difficulté depuis l'abolition du servage et la crise agricole. Mais je peux offrir un toit, de la nourriture et un paiement modeste. Cécile sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. L'espoir. C'était ce qu'elle ressentait. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui ou non. Je n'ai pas de patience pour les demi-mots. Oui, dit-elle rapidement. Oui, j'accepte. Il la regarda, satisfait. Bien, demain je vous montrerai la grange et vous déciderez comment l'organiser. Je me procurerai du papier, des crayons, quelques livres de base. Le reste sera à votre charge. Je ferai de mon mieux. Rodolphe se leva, indiquant que la conversation était terminée. Tante Geneviève vous montrera vos tâches. Bienvenue au domaine de Bellevue. Les jours suivants, Cécile commença à comprendre la dimension de la propriété où elle vivait désormais. Le domaine de Bellevue était grand, mais loin d'être prospère, comme il l'avait peut-être été par le passé. Les plantations de vignes s'étendaient sur des kilomètres, mais de nombreux pieds étaient vieux, nécessitant un replantage. Les installations montraient des signes de manque d'entretien, des murs écaillés, des toits avec des tuiles manquantes, des clôtures cassées. L'abolition du servage 7 ans auparavant avait complètement transformé la structure des domaines viticoles. Rodolphe avait engagé des colons italiens pour remplacer le travail des serfs, mais le système était instable. Les colons étaient payés à la production, non par un salaire fixe, et entraient fréquemment en conflit avec les seigneurs sur le partage des bénéfices. Il y avait aussi les anciens serfs qui étaient restés, n'ayant nulle part où aller.
Il travaillait pour des paiements minimaux, logeant dans les anciennes dépendances transformées en habitations précaires. Parmi eux se trouvait Jacques, un homme d'environ 50 ans, à la peau très sombre, marquée par des cicatrices de fouet, qui avait servi de contremaître pendant le servage et avait continué dans la même fonction après la libération. Jacques fut celui qui montra à Cécile la grange qui serait transformée en école. C'était une construction en torchis avec un toit de chaume, utilisé autrefois pour stocker des outils. Elle était vide maintenant, pleine de toiles d'araignée et de saletés accumulées. « Il va falloir beaucoup nettoyer », dit-il avec son franc-parler, « mais les murs sont solides. Monsieur le châtelain a dit qu'il s'en occuperait, mais cela pourrait prendre du temps. Les choses avancent lentement par ici. » Cécile commença à nettoyer la grange avec l'aide de quelques femmes du domaine. Elle balaya le sol en terre battue, nettoya les toiles d'araignée, répara les trous dans le toit de chaume. Il n'y avait pas encore de meubles, mais au moins l'espace était habitable. Pendant qu'elle travaillait, elle commença à connaître les gens du domaine. Il y avait Madame Rose, une Italienne d'âge moyen qui parlait français avec un accent prononcé et dirigeait une famille de 8 enfants. Il y avait le jeune Damien qu'elle avait brièvement rencontré la première nuit, un garçon de 17 ans qui avait été serf jusqu'à ses 10 ans et travaillait maintenant comme aide général, rêvant d'avoir un jour ses propres terres. Il y avait aussi les tensions. Les colons italiens méprisaient les anciens serfs, les considérant paresseux. Les anciens serfs en voulaient aux Italiens qui avaient pris leurs emplois, et tous regardaient Cécile avec méfiance. Qui était cette femme, apparue de nulle part, et qui vivait maintenant dans la grande maison? Les rumeurs de son accusation n'étaient pas encore parvenues au domaine, mais Cécile savait que ce n'était qu'une question de temps. Les nouvelles voyageaient, même dans les endroits reculés. Sa relation avec Rodolphe restait formelle et distante. Il travaillait du lever au coucher du soleil, supervisant personnellement les vendanges, résolvant les disputes entre travailleurs, traitant avec les créanciers qui venaient réclamer leurs dettes. La nuit, il s'enfermait dans son bureau avec des piles de livres de comptes, essayant de faire concorder les chiffres. Cécile ne le voyait que pendant les repas, qu'il prenait dans un silence presque complet. Tante Geneviève servait la nourriture. Rodolphe mangeait avec une efficacité mécanique. Cécile gardait les yeux sur son assiette. Très peu de mots étaient échangés, mais elle l'observait. Elle remarquait comment il traitait les travailleurs avec justice, ne criant jamais, écoutant toujours leurs plaintes avant de prendre des décisions. Elle remarquait comment ses épaules semblaient porter un poids invisible, comme si le monde entier pesait sur elle. Elle remarquait les moments où il regardait l'horizon avec une expression vide, perdu quelque part en lui-même. Un jour, presque 2 semaines après son arrivée, Cécile était sur la véranda de la grande maison, prenant l'air frais en fin d'après-midi, quand elle vit Rodolphe marcher parmi les vignes. Il s'arrêta près d'un pied de vigne spécifique, passa la main sur les feuilles d'un geste presque tendre, puis baissa la tête. Cécile comprit avec un pincement au cœur que ce devait être un lieu significatif pour lui. Peut-être là où quelque chose d'important s'était passé, peut-être là où son épouse avait l'habitude de se promener. Tante Geneviève apparut à ses côtés, suivant la direction de son regard. « C'est là que sa femme est morte », dit la vieille dame à voix basse. Cécile se tourna, surprise. « La fièvre typhoïde l'a emportée il y a 3 ans, elle était enceinte. Nous les avons perdus tous les deux lors d'une nuit terrible. » Tante Geneviève soupira. « Il n'est plus le même depuis. Le Rodolphe que j'ai connu était un homme plein de vie, de projets. Maintenant, c'est une coquille vide qui marche. C'est pour cela que la maison semble si vide. Il a tout rangé ce qui lui appartenait. Photos, vêtements spéciaux, objets personnels. Il a dit qu'il ne supportait pas de les voir. Il n'a laissé que les vêtements de travail simples que vous portez maintenant. Le reste est enfermé dans un coffre au grenier. » Cécile ressentit une profonde tristesse. Elle connaissait ce genre de douleur. C'était la même qu'elle avait portée quand elle avait perdu ses parents. La sensation que le monde avait perdu ses couleurs, que respirer n'était qu'une habitude, pas un désir. « Pourquoi m'a-t-il aidé ?» demanda-t-elle doucement. « Il ne savait rien de moi. »
Tante Geneviève l'étudia avec ses yeux pénétrants. Peut-être parce qu'il a vu en vous quelqu'un d'aussi perdu que lui. Peut-être parce qu'aider quelqu'un l'a fait se sentir moins inutile. Je ne sais pas. Rodolphe ne parle pas de ces choses. Moi. L'école improvisée fut finalement prête au début de la 3e semaine. Rodolphe avait réussi à obtenir 6 longs bancs de bois brut, 2 petites tables, un tableau noir peint sur une planche, de la craie et quelques livres usés. Cécile passa une journée à tout organiser. Ce n'était pas grand-chose, mais ce serait suffisant pour commencer. Le défi fut de convaincre les parents d'envoyer les enfants. Beaucoup résistaient. Les enfants étaient de la main-d'œuvre, nécessaire pour aider dans les champs et aux tâches domestiques. Pourquoi apprendre à lire? Quelle différence cela ferait-il dans la vie d'un colon ou d'un ancien serf? Cécile alla de maison en maison, parlant avec les familles. Elle promit que les cours auraient lieu en fin d'après-midi, quand le travail de la journée serait terminé. Elle promit d'enseigner des choses pratiques, des calculs pour qu'ils ne soient pas trompés sur les paiements, la lecture pour qu'ils puissent lire les contrats. Lentement, quelques familles commencèrent à céder. Le premier jour de classe, 5 enfants apparurent, 2 italiennes, filles de Madame Rose, 2 garçons noirs, fils d'anciens serfs et une jeune paysanne, aux yeux énormes et aux pieds nus. Cécile ressentit une émotion intense en les voyant assis sur les bancs, la regardant avec un mélange de curiosité et de crainte. Là était son nouveau départ, là était sa rédemption. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. « Mon nom est maîtresse Cécile, et aujourd'hui, nous allons apprendre les premières lettres de l'alphabet. » Les semaines suivantes furent difficiles, mais gratifiantes. Les enfants commencèrent à apparaître à mesure que les parents voyaient que ce n'était pas seulement une chose de riche, mais quelque chose d'utile. Bientôt, elle eut 15 élèves, puis 20. Enseigner à des enfants d'origine si différentes avait ses défis. Les Italiens parlaient français précairement. Les anciens serfs portaient avec eux le traumatisme de générations d'oppression, méfiants envers tout ce qui venait des Blancs. Les paysans étaient timides, effrayés par toute nouveauté. Mais Cécile avait de la patience. Elle enseignait lentement, répétant autant de fois que nécessaire. Elle célébrait chaque petite victoire. La première fois qu'un élève lisait un mot complet, la première fois que quelqu'un écrivait son propre nom. Rodolphe apparaissait occasionnellement à l'école, restant à la porte, observant. Il n'entrait jamais, n'interrompait jamais. Il observait simplement avec cette expression indéchiffrable, puis il s'en allait sans rien dire. Mais Cécile remarqua qu'il avait commencé à allouer plus de ressources à l'école. Plus de livres arrivèrent, du papier de meilleure qualité, de l'encre pour le tableau noir, une horloge murale pour qu'elle puisse contrôler le temps des cours. Une nuit, pendant le dîner, il en parla enfin. « J'ai entendu dire que vous avez plus de 20 élèves maintenant. » C'était la première vraie conversation qu'ils avaient eue depuis des semaines. Cécile hocha la tête. « 23. 2 autres enfants commencent la semaine prochaine. Vous faites du bon travail. » Le compliment, simple comme il était, lui réchauffa la poitrine. « Merci, monsieur. Les enfants sont avides d'apprendre. Ils avaient juste besoin d'une opportunité. » « Comme vous ?» Elle leva les yeux. Surprise par l'observation, Rodolphe la regardait avec une expression différente, non plus cette distance formelle, quelque chose de plus doux, de plus humain. « Tout le monde mérite une seconde chance, » dit-il tranquillement. « J'essaie. C'est plus que d'essayer. Vous y parvenez. » Cette nuit-là, Cécile s'endormit en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. Elle avait un endroit où appartenir, un travail qui comptait, des enfants qui dépendaient d'elle, et peut-être, juste peut-être, elle commençait à guérir les blessures que l'injustice lui avait causées. La fête de la Saint-Jean apporta un changement temporaire dans la routine du domaine. C'était une tradition que même les difficultés économiques ne pouvaient effacer. Pendant 3 jours, il y aurait de la musique, de la danse, de la nourriture abondante, un feu de joie et des célébrations. Cécile n'avait jamais participé à une fête de la Saint-Jean de domaine. En ville, les célébrations étaient plus contenues, plus formelles.
Ici, c'était différent. Tous participaient, propriétaires, colons, anciens serfs, paysans. Pendant 3 jours, les divisions sociales devenaient moins rigides. Le feu de joie fut érigé sur la place centrale, une énorme structure de bois qui serait allumée la nuit de la Saint-Jean. Des guirlandes colorées furent accrochées entre les bâtiments. Les femmes préparaient des friandises, du maïs grillé, des crêpes, des gaufres, de la nougatine. La nuit de la fête, Cécile enfila sa meilleure robe. Encore un vêtement simple, emprunté, mais propre et bien repassé. Elle descendit sur la place et fut surprise par la transformation. Cela ressemblait à un autre monde. Le feu de joie brûlait haut, projetant des ombres dansantes. Il y avait de la musique de vielle, d'accordéon, de tambourin. Les gens dansaient en cercle, riaient, chantaient. Des enfants couraient parmi les adultes en jouant. L'odeur de la nourriture parfumait l'air. Cécile resta en marge, observant. Elle ne savait pas si elle serait la bienvenue à la célébration. Elle était toujours l'étrangère, la femme apparue de nulle part. C'est alors qu'elle vit Rodolphe. Il était de l'autre côté de la place, conversant avec Jacques. Il portait également des vêtements meilleurs que ses habits de travail habituels. Pantalon sombre, chemise blanche, gilet, les cheveux peignés en arrière. Il semblait différent, moins accablé. Leurs regards se croisèrent à travers le feu de joie. Un instant, ils restèrent juste à se regarder. Puis, Rodolphe commença à marcher dans sa direction. Cécile sentit son cœur s'accélérer, sans savoir pourquoi. Il s'arrêta devant elle. « Vous aimez la fête. Je n'ai jamais rien vu de tel. La Saint-Jean est sacrée par ici. Même pendant les années difficiles, nous faisons la fête. » Il y eut un silence confortable. Ils restèrent là, côte à côte, observant les gens danser. « Voulez-vous danser ?» demanda-t-il soudainement. Cécile se tourna surprise. « Je ne sais pas danser ce genre de musique. » Personne ne sait vraiment. Il suffit de suivre le rythme. Avant qu'elle ne puisse protester, il lui offrit la main. Cécile hésita, puis l'accepta. Sa main était grande, calleuse par le travail, chaude. Rodolphe la conduisit plus près de la ronde de danse. La musique était entraînante, une mélodie joyeuse. Il posa une main sur sa taille, garda l'autre en la tenant et commença à la guider. Cécile lui marcha sur les pieds 2 fois dans les premières secondes. « Excusez-moi », il sourit. Ce fut la première fois qu'elle l'entendit sourire vraiment, et la transformation fut impressionnante. Un instant, elle put voir l'homme qu'il avait été avant la tragédie, quelqu'un capable de joie, de légèreté. « Ne vous inquiétez pas, j'ai les pieds solides. » Progressivement, elle prit le rythme. Ce n'était pas aussi difficile qu'elle l'avait pensé. Juste suivre son mouvement, se laisser emporter par la musique. Ils dansèrent 2 chansons, puis 3. Cécile remarqua que les gens regardaient, mais non avec désapprobation, avec curiosité, peut-être avec satisfaction. C'était bon de voir le châtelain participer à la fête, au lieu de rester enfermé dans son deuil. Quand la musique s'arrêta enfin et qu'ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement essoufflés. Rodolphe la lâcha avec une réticence visible. « Merci pour la danse », dit-il formellement, mais ses yeux avaient un éclat qui n'était pas là auparavant. « Merci de ne pas avoir abandonné après que je vous ai marché sur les pieds. » Il sourit de nouveau, et le cœur de Cécile fit un bond étrange. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Cécile ne parvenait pas à dormir. Elle revoyait la danse, la sensation de sa main sur sa taille, ce sourire rare et transformateur. Elle développait des sentiments pour le châtelain. Elle le réalisait avec un mélange de terreur et quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. C'était de la folie, bien sûr. Elle était une femme sans nom, sans réputation, un vivant de charité. Il était un baron veuf, encore prisonnier du fantôme de son épouse morte. Il n'y avait pas d'avenir là. Mais même ainsi, tandis qu'elle écoutait les derniers échos de la fête au dehors, Cécile se permit de rêver un instant à des possibilités impossibles. L'été avançait sur la vallée du Rhône avec sa chaleur implacable. Les vignobles ondulaient sous le soleil ardent, les feuilles brillant d'un vert profond qui promettait une bonne récolte. Cécile était à la ferme de Bellevue depuis près de 2 mois.
et la vie avait pris une routine qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Les matins commençaient tôt. Elle aidait sa tante généreuse avec quelques tâches ménagères légères. Ensuite, elle passait les heures avant midi à préparer les leçons pour ses cours. L'après-midi, quand le soleil commençait à perdre sa force la plus brutale, les enfants arrivaient pour 2 heures d'enseignement intense, suivies d'une heure supplémentaire, aidant les élèves en difficulté. Ces élèves étaient maintenant au nombre de 28. L'école improvisée dans la grange était devenue trop petite. Philippe avait promis de construire une salle plus grande, mais les ressources étaient limitées. La ferme faisait face à des difficultés croissantes. Les prix du vin chutaient sur le marché international, tandis que les coûts de production augmentaient. Cécile percevait l'inquiétude grandissante de Philippe. Il passait des nuits entières au bureau, remuant des chiffres qui s'obstinaient à ne pas concorder. Des rides de préoccupation se creusaient sur son visage. Les moments de légèreté qu'il avait montrés à la fête de la Saint-Jean étaient devenus de plus en plus rares. Mais entre eux, il y avait quelque chose de nouveau, non déclaré, non dit, mais présent. Ils échangeaient des regards pendant les repas, conversaient davantage, bien que toujours sur des sujets pratiques, l'école, les ouvriers, la récolte. Mais il y avait une attention mutuelle, une conscience l'un de l'autre qui n'existait pas auparavant. Tante généreuse le remarquait, bien sûr. La vieille dame ne perdait rien. Parfois, Cécile la surprenait à les observer avec une expression qui mêlait satisfaction et préoccupation, comme si elle voyait quelque chose qui pourrait être bon ou désastreux selon la tournure des événements. Ce fut un après-midi de chaleur étouffante que tout commença à changer. Cécile était à l'école, corrigeant quelques exercices que ses élèves les plus avancés avaient faits quand elle entendit le son de sabots s'approchant. Il n'était pas rare de recevoir des visiteurs à la ferme, des fournisseurs, des acheteurs de vin, d'autres propriétaires terriens de la région. Mais quelque chose dans ce son fit serrer son cœur d'un pressentiment inexplicable. Elle continua son travail, essayant d'ignorer l'anxiété croissante. 15 minutes plus tard, Damien apparut à la porte de l'école, le visage sérieux. « Professeur Cécile, le colonel demande que vous veniez à la maison principale. Il y a une visite qui veut vous parler. » L'estomac de Cécile se noua. « Quel genre de visite ?»« Un prêtre, le père Anselme de la ville. » Le monde sembla s'incliner. Le père Anselme était le confesseur de la famille Dubois. Elle le connaissait de vue, un homme d'une 60aine d'années, austère, mais pas cruel. Que ferait-il là? Avec des jambes tremblantes, Cécile suivit Damien jusqu'à la maison principale. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Allait-il l'arrêter? Madame Dubois était-elle morte et la blâmait-il officiellement maintenant? Philippe l'attendait dans le couloir, son visage impénétrable. « Il a demandé à vous parler, » dit-il doucement. « Voulez-vous que je reste ?» Cécile réfléchit un instant, puis hocha la tête. Elle avait besoin de quelqu'un là, d'un témoin, d'un soutien. Ils entrèrent ensemble dans le salon. Le père Anselme était assis sur une chaise, ses vêtements noirs, un contraste saisissant avec l'environnement clair. Il se leva quand elle entra, ses yeux fatigués l'étudiant attentivement. « Mademoiselle Cécile Martin, » dit-il, la voix grave et mesurée, « je dois vous parler de sujets d'une extrême gravité. »« Mon père, » répondit-elle, la voix sortant à peine, « si vous êtes venu m'arrêter, sachez que je suis innocente. » Une expression de surprise traversa le visage du prêtre. « Arrêter ? Non, ma fille. Je suis venu vous apporter des nouvelles et aussi faire une confession. » Cécile échangea un regard confus avec Philippe, puis reporta son attention sur le prêtre. « Je ne comprends pas. » Le père Anselme fit signe de s'asseoir. Quand tous furent installés, il commença. « Madame Joséphine Dubois est décédée il y a 5 jours. » Le choc traversa Cécile comme un éclair. « Elle est morte. » »« Oui, mais pas de la manière que vous craignez. » Le prêtre prit une profonde inspiration. « Sur son lit de mort, elle m'a appelé pour l'extrême-onction et a fait une confession qui me trouble profondément depuis des jours. » Silence tendu. Cécile pouvait à peine respirer.
Madame Joséphine a confessé qu'elle savait votre innocence, mademoiselle. Elle a découvert peu après votre expulsion que c'était son fils Octave qui avait mis le laudanum dans sa chambre. Elle l'a confronté. Il a tout admis. Admis qu'il l'empoisonnait petit à petit, prévoyant de vous blâmer quand elle mourrait finalement. Les mots frappèrent Cécile comme des coups physiques. Elle savait et n'a rien dit. Elle avait honte, continua le prêtre, la voix lourde. Honte d'avoir un fils capable d'une telle méchanceté, honte d'avoir permis que vous soyez expulsé injustement. Elle m'a fait promettre que si elle mourait, je viendrais vous chercher et vous dirais la vérité. Mais elle est morte de l'empoisonnement? Non. Quand elle a découvert, Madame Joséphine a enfermé Octave au grenier et a personnellement pris en charge la préparation de sa propre nourriture et boisson. L'empoisonnement a cessé et elle a commencé à se rétablir, mais son cœur était faible. Une nuit, il a simplement cessé de battre. Le médecin a dit que c'était le cœur aggravé par le poison qu'elle avait déjà ingéré, mais principalement par la dévastation émotionnelle d'avoir élevé un tel fils. Cécile tremblait. Philippe, assis à ses côtés, posa sa main sur la sienne dans un geste de soutien silencieux. « Et Octave ?» demanda-t-elle. « Il est en prison. » Après la mort de Madame Joséphine, ils ont trouvé dans sa chambre non seulement le reste du laudanum, mais aussi des documents falsifiés montrant qu'il détournait de l'argent de l'entreprise familiale depuis des années. Il sera jugé pour tentative d'homicide, falsification et détournement de fonds. Une sensation étrange envahit Cécile. Ce n'était pas de la satisfaction, pas exactement. C'était plus comme un grand soupir de soulagement après avoir retenu sa respiration pendant longtemps. Alors, tout le monde sait que je suis innocente? La confession de Madame Joséphine a été témoignée par moi, par le docteur Leclerc et par Monsieur Dubois. Il a demandé que je vous transmette ses plus profondes excuses. Et ceci, le prêtre tendit une enveloppe épaisse. C'est une lettre de référence attestant de votre caractère exemplaire et de votre excellent travail en tant que préceptrice, et aussi une compensation financière pour l'injustice subie. Cécile prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre formelle signée par M. Dubois et le docteur Leclerc, déclarant son innocence complète. Et il y avait aussi une liasse de billets, plus d'argent qu'elle n'en avait gagné pendant tout le temps qu'elle avait travaillé pour eux. Les larmes commencèrent à couler. Larmes de soulagement, de colère d'avoir tant souffert injustement, de tristesse pour Madame Joséphine qui était morte en portant ce terrible secret. « De plus, » dit le prêtre gentiment, « Monsieur Dubois souhaiterait que vous reveniez, si vous le désirez. Votre poste de préceptrice est ouvert. » Cécile leva les yeux, atterrée. Revenir, retourner à la ville, à la vie qu'elle avait avant, sa réputation restaurée, de l'argent en poche, un emploi respectable l'attendant. Elle regarda Philippe. Il était tendu, la mâchoire serrée, mais ses yeux disaient tant peur, espoir, résignation. « J'ai besoin de réfléchir », réussit-elle à dire. « Compréhensible », dit le prêtre. Mon travail ici est terminé. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Justice a enfin été rendue. Philippe accompagna le prêtre jusqu'à la porte. Cécile resta assise, l'enveloppe lourde dans ses mains, l'esprit en ébullition. Quand Philippe revint, il s'assit lentement à ses côtés. Ils restèrent en silence un long moment. « Alors, dit-il finalement, ce n'était pas une question. Je ne sais pas. Je devrais. J'ai une chance de reprendre ma vie, une vraie vie. Pas cette existence précaire ici. » Cécile se tourna pour lui faire face. « Ce n'est pas une existence précaire. J'ai un travail qui compte. J'ai des élèves qui dépendent de moi. J'ai... » Elle s'arrêta, ne voulant pas compléter la phrase. Jeté. Philippe l'étudia avec ses yeux intenses. « Cécile, sois raisonnable. Là-bas, tu auras la stabilité, le respect, un avenir. Ici, la ferme se maintient à peine. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tout faire fonctionner. Il se peut que dans 1 an, je doive tout vendre. Alors, nous nous battrons pour que cela n'arrive pas.
Nous nous battrons ?» Il saisit le mot, son ton s'adoucissant. Cécile prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je ne veux pas revenir. Je ne veux pas de cette vie. Je veux rester ici. » Pourquoi? La question planait dans l'air, chargée de significations non dites. « Parce qu'ici, je compte, » dit-elle finalement. « Je ne suis pas juste une employée remplaçable. Les enfants que j'enseigne, ils n'auraient jamais une autre chance d'apprendre. Et je... » Elle hésita, puis continua d'une voix plus basse. « Et je ne veux pas te quitter. » Philippe ferma les yeux, comme si les mots causaient une douleur physique. « Cécile, je sais que tu aimes toujours ta femme, » se hâta-t-elle de dire. « Je sais que tu ne seras peut-être jamais prêt pour quoi que ce soit, mais même ainsi, je ne veux pas partir. S'il te plaît, laisse-moi rester. » Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la surprit. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était du conflit, du désir, de la peur, de l'espoir, tout mélangé. « Je ne veux pas que tu partes non plus, » admit-il, la voix rauque. « Mais ce serait égoïste de ma part de te demander de rester. Tu mérites plus que ce que je peux offrir. Laisse-moi décider ce que je mérite. » Ils se regardèrent. Le poids du moment était palpable dans l'air. Avant que l'un d'eux ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Jacques, le visage tendu. « Colonel, vous devez venir voir. » L'urgence dans sa voix fit Philippe se lever immédiatement. « Que s'est-il passé ? Il vaut mieux que vous le voyiez de vos propres yeux. » Philippe regarda Cécile, clairement partagée entre continuer la conversation et gérer l'urgence. Elle hocha la tête. « Vas-y, nous parlerons plus tard. » Il hésita, puis acquiesça et sortit avec Jacques. Cécile resta seule dans la pièce, l'enveloppe toujours dans ses mains. Son esprit tournait avec tout ce qui s'était passé. La confession de Madame Joséphine, l'arrestation d'Octave, son innocence prouvée, l'offre de revenir et, plus important encore, l'aveu de Philippe. « Je ne veux pas que tu partes non plus. » Elle se leva et alla à la fenêtre, regardant les vignobles s'étendre jusqu'à l'horizon. 2 mois auparavant, elle était arrivée là sans rien, désespérée, sans espoir. Maintenant, elle avait des choix, elle avait des options, elle avait un avenir, et elle savait avec une certitude qui venait des profondeurs de son être, que son avenir était là, pas en ville, pas en retournant à ce qu'elle avait été, mais ici, dans cette ferme, avec cet homme silencieux et tourmenté, qui, contre toute attente, avait commencé à faire battre son cœur plus vite. Tante Généreuse apparut à la porte, ses yeux perspicaces ne manquant rien. Alors, la vérité a enfin éclaté. Vous saviez? Je savais que vous étiez innocente dès le premier instant. Personne de coupable n'a ce regard que vous aviez en arrivant. C'était du pur désespoir, pas de la culpabilité. Le prêtre a dit que je pouvais revenir, que j'avais des références, une compensation financière, mon emploi de retour. Et vous allez y aller? Cécile secoua la tête. Non, je vais rester. Un lent sourire se forma sur le visage ridé de Tante Généreuse. Bon choix, ma petite, bon choix. Philippe ne revint que lorsque la nuit tombait. Cécile était dans la cuisine, aidant Tante Généreuse à préparer le dîner quand il entra, le visage sombre. « Que s'est-il passé ?» demanda Cécile immédiatement. Quelqu'un a saboté une partie de la plantation, arraché de jeunes plants, cassé des branches de plantes productives. C'était délibéré. Qui ferait ça? Je ne sais pas. Peut-être des travailleurs insatisfaits. Peut-être quelqu'un avec une rancune ou... Il hésita. Ou quelqu'un essayant de me forcer à vendre la ferme. Qui achèterait? Il y a des spéculateurs intéressés. Ils veulent acheter des terres bon marché, consolider de plus grandes propriétés. Ils ont déjà fait des offres. J'ai tout refusé. Cécile sentit une colère monter en elle. Après tout ce que Philippe a déjà affronté, nous allons découvrir qui c'était. Comment cela aurait-il pu être n'importe qui? Alors vous postez des gardes dans les vignobles, vous augmentez la surveillance, vous ne laissez pas qu'ils détruisent ce que vous avez construit. Philippe la regarda avec une expression étrange. Vous parlez comme si vous en faisiez partie. J'en fais partie,
dit-elle simplement. « Si je reste, alors j'en fais partie. » Il soutint son regard. « Alors vous allez vraiment rester ?»« Oui, si vous m'acceptez encore. » Quelque chose changea dans son expression. La tension dans ses épaules s'allégea légèrement. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, conscient de tante généreuse, observant de la cheminée. « J'accepte, » dit-il doucement. Dans les semaines suivantes, la ferme entra dans un état d'alerte constante. Philippe organisa des tours de garde avec des hommes de confiance, patrouillant les vignobles pendant la nuit. Jacques assuma la responsabilité de coordonner les gardes, son expérience d'ancien contremaître étant précieuse. Il n'y eut plus de sabotage immédiat, mais la tension demeurait. Tous savaient que quelque chose se passait, même sans comprendre exactement quoi. Ce fut Damien qui apporta finalement des informations utiles. Le jeune homme avait des connexions en ville, des amis parmi les travailleurs d'autres fermes. Une nuit, il chercha Philippe avec des nouvelles. « Colonel, j'ai découvert quelque chose. Il y a un homme, Sylvain Dubois, qui achète des terres dans la région. On dit qu'il utilise des méthodes pas très propres pour convaincre les propriétaires terriens de vendre. Quel genre de méthode? Sabotage, incendie mystérieux, travailleurs soudoyés pour causer des problèmes. Il affaiblit les fermes jusqu'à ce que les propriétaires n'aient pas d'autre choix que de vendre. Ensuite, il achète pour une bouchée de pain. » Philippe échangea un regard significatif avec Cécile, qui était présente à la conversation. « Et vous pensez qu'il vise cette ferme? » « J'en suis sûr. Un de ces hommes a été vu au bistrot de la ville, posant des questions sur Bellevue, sur vos difficultés financières, sur le nombre de travailleurs que vous avez... » « Préparant le terrain, » murmura Philippe. « Que vas-tu faire ?» demanda Cécile. « Aller en ville, parler au juge, au commissaire. Si ce Sylvain utilise des méthodes illégales, il doit être arrêté. »« Je viens avec vous. » Philippe commença à protester, mais elle le coupa. « Ne discutez pas, je viens. » Ils partirent le lendemain matin, Philippe chevauchant son grand cheval et Cécile sur une jument douce. Le voyage jusqu'à la ville prendrait quelques heures. En chemin, ils conversèrent plus ouvertement que jamais sur la ferme, sur leurs plans, sur les difficultés. Philippe parla de la façon dont la mort de Laura l'avait dévasté, comment il s'était senti perdu depuis. « Je pensais que je ne sortirais jamais de ce trou noir », admit-il alors qu'ils chevauchaient côte à côte. Il n'y avait pas de joie, pas de but, à part maintenir la ferme en activité. « Et maintenant ?» demanda Cécile doucement. Il la regarda et il y avait une intensité dans ses yeux qui la fit rougir. « Maintenant je me réveille et il y a une raison. Tu as ramené la lumière, non seulement pour moi, pour toute la ferme. Les enfants qui rient à l'école, les travailleurs plus optimistes, la maison n'étant plus un mausolée. Tout cela est grâce à toi. Je n'ai rien fait de spécial. Tu as tout fait. Parfois, la chose la plus spéciale est simplement d'être présente, simplement de se soucier. » Ils arrivèrent en ville à midi. C'était plus grand que le village d'où Cécile venait. Mais cela avait toujours cette qualité de province où tout le monde se connaissait et les secrets étaient impossibles à garder. La présence de Cécile causa une commotion immédiate. Les gens s'arrêtaient dans la rue pour regarder. Des murmures suivaient son passage. Elle garda la tête haute, refusant de montrer l'anxiété qu'elle ressentait. Ils allèrent d'abord au greffe, où le juge municipal avait son bureau. Le docteur Martin était un homme d'âge moyen, ventru, avec des yeux perspicaces derrière des lunettes à monture dorée. « Colonel Sampaio » salua-t-il cordialement. Puis, ses yeux se posèrent sur Cécile et s'écarquillèrent. « Mademoiselle Martin, j'ai entendu dire que... j'ai été prouvée innocente de toutes les accusations, » compléta-t-elle fermement. Le père Anselme a apporté la confession de Madame Joséphine Dubois avant sa mort. Oui, j'ai entendu parler de ça. Une situation terrible. Cette octave a toujours été problématique. Le juge fit signe de s'asseoir. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Philippe expliqua les sabotages, Sylvain Dubois, les rumeurs de ses pratiques illégales. Le juge fronça les sourcils. « Sylvain Dubois, oui, je connais le nom.
Il a acheté plusieurs propriétés ces 2 dernières années, mais je n'ai aucune preuve d'irrégularité. Alors, comment réussit-il à faire vendre des terres que les propriétaires ne voulaient pas vendre? Officiellement, il offre de bons prix au bon moment, quand les propriétaires sont désespérés. Et officieusement, le juge hésita, clairement mal à l'aise. Il y a des rumeurs, mais les rumeurs ne sont pas des preuves. Si vous avez des preuves concrètes, je peux agir. Sans elles, mes mains sont liées. Ils sortirent du greffe frustrés. Ils avaient besoin de preuves, mais comment les obtenir? Ce fut alors que Cécile eut une idée. Et si nous le prenions en flagrant délit? Comment? En tendant un piège. Faire croire que vous êtes sur le point de vendre, laisser fuiter que vous êtes désespéré, au bord de la faillite. Il viendra faire une offre et peut-être qu'il deviendra négligent, révélera quelque chose. Philippe l'étudia pensivement. C'est risqué. Tout est risqué maintenant, mais rester immobile à attendre qu'il détruise votre ferme est encore plus risqué. Il acquiesça lentement. Tu as raison, nous allons essayer. Ils passèrent le reste de la journée en ville, Philippe répandant discrètement des rumeurs aux bons endroits, que la ferme était en grave crise, que les créanciers faisaient pression, qu'ils seraient peut-être forcés de vendre. Cécile en profita pour visiter brièvement la maison des Dubois. Monsieur Dubois la reçut les larmes aux yeux, demandant pardon à plusieurs reprises. Les 2 jeunes filles qu'elle avait enseignées coururent l'embrasser, pleurant de joie de la revoir. Ce fut douloureux mais aussi curatif. Elle pardonna à Monsieur Dubois, comprenant qu'il avait lui aussi été victime des manipulations de son fils. Et quand elle leur dit finalement au revoir, elle sentit qu'un chapitre s'était définitivement clos. Ils retournèrent à la ferme au crépuscule. Philippe était silencieux, pensif. Philippe. Elle se tourna pour lui faire face dans la pénombre de l'écurie. « Qu'y a-t-il » ? « J'ai peur. Peur que cette ferme coule vraiment. Peur d'échouer, de tout perdre. Peur de n'avoir rien à t'offrir à part des difficultés. » Philippe. « Mais j'ai aussi peur de te perdre, que tu décides que c'était une folie, que tu aurais dû accepter cette offre et retourner à une vie sûre. » Il fit un pas vers elle. « Tu es devenu essentiel pour moi. Je ne sais pas quand ni comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et j'ai besoin que tu le saches avant que les choses n'empirent, avant que cette situation avec Sylvain ne se résolve d'une manière ou d'une autre. » Le cœur de Cécile battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Tu es aussi devenu essentiel pour moi. » Il tendit la main, touchant son visage doucement. « Je sais qu'il y a encore des fantômes entre nous. Laura fera toujours partie de moi et ton passé. Tes pertes feront toujours partie de toi. Mais peut-être pouvons-nous porter nos fantômes ensemble. Peut-être que oui. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, mais elle ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, hésitant, chargé de promesses non dites et de futurs incertains. Quand ils se séparèrent, tous 2 tremblaient légèrement. « Nous allons résoudre ça, » dit Philippe, avec une nouvelle détermination. « Nous allons sauver cette ferme et ensuite nous verrons ce que nous construisons ensemble. » Cécile sourit et pour la première fois depuis longtemps, c'était un sourire d'espoir, sincère. Ensemble. L'histoire est de plus en plus excitante. Si vous aimez le voyage de Cécile et Philippe, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Le piège était tendu. Dans les jours qui suivirent le voyage en ville, les rumeurs sur les difficultés de la ferme de Bellevue se répandirent comme une traînée de poudre. Philippe continua son jeu, apparaissant en ville avec une expression préoccupée, rencontrant le directeur de la banque, laissant échapper des commentaires sur une possible vente de la propriété. Cécile maintint sa routine normale avec les cours, mais la tension était palpable. Tous, à la ferme, savaient que quelque chose se passait, bien que peu comprenaient exactement quoi. Les travailleurs chuchotaient, inquiets pour leurs emplois. Les enfants percevaient l'agitation des adultes et devenaient plus agités. Ce fut un après-midi chaud, alors que Cécile venait de renvoyer ses élèves, que Damien apparut en courant. « Professeur, il y a un homme qui arrive, une élégante calèche. Je crois que c'est lui. » Cécile sentit son cœur s'accélérer.
Elle courut à la maison principale, où Philippe l'attendait déjà, dans le bureau, tendu comme une corde de violon. « Prêt » demanda-t-elle. « Aussi prêt que je peux l'être pour cette mascarade. » Tante Généreuse apparut à la porte. « Le visiteur est au salon. Il dit qu'il s'appelle Sylvain Dubois et qu'il aimerait discuter affaires. » Philippe acquiesça. « Cécile, reste ici, mais garde la porte entr'ouverte. Je veux que tu entendes tout. » Elle accepta, se positionnant de manière à voir et entendre à travers l'entrebâillement de la porte. Sylvain Dubois était un homme d'apparence impeccable. Environ 50 ans, il portait un costume noir élégamment coupé, des cheveux gris soigneusement peignés, une moustache bien taillée. Il avait de petits yeux calculateurs qui évaluaient tout autour de lui, comme un commerçant évaluant une marchandise. « Colonel Sampaio », salua-t-il d'une voix mielleuse. « C'est un honneur de vous rencontrer enfin personnellement, monsieur Dubois. » Philippe répondit avec une cordialité froide. « En quoi puis-je vous aider ?» Sylvain s'installa, croisant les jambes avec une élégance étudiée, allant droit au but. « J'apprécie cela. J'ai entendu dire que la ferme de Bellevue traverse des difficultés. Récoltes inférieures aux attentes. Problèmes avec les travailleurs. Pression des créanciers. Les rumeurs voyagent vite en affaires. L'information est tout et mon affaire est d'acquérir des propriétés avec potentiel. » Il sourit, montrant des dents très blanches. « Je suis prêt à faire une offre généreuse, bien au-dessus de la valeur marchande, compte tenu des circonstances. » « Quelles circonstances? Soyons honnêtes entre hommes d'affaires. Votre ferme est au bord de l'effondrement. Les banques n'attendront pas beaucoup plus. Mieux vaut vendre maintenant avec dignité que d'être expulsé plus tard. » Philippe garda une expression neutre, mais Cécile vit sa main serrer le bras de la chaise. « Et si je ne veux pas vendre ?» Sylvain haussa les épaules, le geste étudié et désinvolte. « Alors vous continuerez à lutter contre la marée. Mais la marée gagne toujours, colonel. J'ai vu cela arriver à d'autres propriétaires terriens têtus. D'abord viennent les petits problèmes, des travailleurs insatisfaits, des accidents mystérieux, des récoltes qui ne rapportent pas comme elles le devraient. Vous me menacez? Absolument pas. J'observe simplement des schémas. » Le sourire de Sylvain était prédateur. « Maintenant, de mauvaises choses arrivent aux fermes en difficulté. C'est presque comme s'il y avait une malédiction. » Ce fut l'erreur qu'ils attendaient. La menace voilée, dite avec une confiance excessive de celui qui se croit intouchable. Cécile vit Philippe faire un geste discret. C'était le signal. La porte s'ouvrit et le juge Martin entra, accompagné du commissaire municipal. Ils avaient attendu dans la pièce voisine, écoutant tout à travers un passage que Philippe avait discrètement ouvert. Sylvain se leva d'un bond, le visage pâlissant. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que c'est fini, Dubois, » dit le juge froidement. « Nous avons entendu votre confession voilée. »« Je n'ai rien confessé. »« Nous pouvons prouver suffisamment, » dit le commissaire, un homme corpulent à la moustache épaisse. « Nous avons déjà des témoins d'autres fermes, des travailleurs que vous avez soudoyés pour causer des problèmes. Des documents montrant des achats suspects de propriétés à des valeurs inférieures au marché après des accidents mystérieux. Votre propre arrogance vient de planter le dernier clou dans le cercueil. » Sylvain regarda Philippe avec une haine pure. « Vous m'avez trompé, vous avez tout monté. »« Je protège ce qui est à moi, » répondit Philippe calmement. « Assez, » coupa le juge. « Commissaire, veuillez escorter monsieur Dubois à la prison. Il y aura une audience formelle la semaine prochaine. » Tandis que Sylvain était emmené, protestant furieusement, Cécile sortit de sa cachette. Ses jambes tremblaient de la tension libérée. Philippe la vit et son visage tendu se détendit enfin. « Nous avons réussi, dit-il. Nous avons réussi, répéta-t-elle, un sourire commençant à se former. Le juge acquiesça avec approbation. « Ce fut bien exécuté, colonel. Et vous, mademoiselle Martin, c'était votre idée, si j'ai bien compris. »« Oui, » admit Cécile. « Intelligent, très intelligent. » Le juge ajusta ses lunettes.
Eh bien, je vous laisse célébrer. J'ai un criminel à poursuivre. » Après qu'il et le commissaire furent partis, le silence s'installa dans le bureau. Puis, Philippe commença à rire, un rire authentique, libérateur, comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Cécile rit aussi et soudain, ils étaient enlacés, riant et pleurant, en même temps de pur soulagement. « Je n'arrive pas à croire que ça a marché, » dit-elle contre sa poitrine. Il la repoussa juste assez pour regarder son visage. « Je t'aime, Cécile. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa, non pas comme le baiser hésitant dans l'écurie quelques jours auparavant, mais avec urgence, avec une passion contenue, enfin libérée. Tante généreuse, qui choisit ce moment exact pour entrer avec du thé, fit immédiatement demi-tour. « Je vais laisser le thé ici, dehors, » murmura-t-elle, mais il y avait un sourire satisfait sur ses lèvres. Dans les semaines suivantes, la vie à la ferme commença à prendre un rythme différent. La menace de Sylvain Dubois avait été éliminée. Il était en prison en attendant son procès et d'autres propriétaires terriens qui avaient été ses victimes commencèrent à se présenter avec des témoignages. Mais éliminer une menace externe ne résolvait pas les problèmes internes. La ferme de Bellevue était toujours en difficulté financière. Les dettes envers la banque demeuraient. La récolte devait être bonne ou tout pourrait s'effondrer de toute façon. Ce fut alors que la nature décida d'imposer sa propre épreuve. Cela commença par des pluies fortes, persistantes, qui transformèrent la terre rouge en une mer de boue. Les rivières, qui traversaient la ferme, commencèrent à monter, leurs eaux boueuses débordant des rives. Le 3e jour de pluie continue, Jacques réveilla Philippe avant l'aube. « Colonel, la rivière est sur le point de rompre les barrages. Si cela arrive, cela inondera les vignobles de la vallée. » Philippe s'habilla à la hâte et sortit dans la tempête. Cécile se réveilla avec le mouvement et se leva aussi, trouvant tante généreuse déjà dans la cuisine. « Que se passe-t-il ? » « Une inondation, c'est ce qui arrive quand il pleut comme ça. Certaines années sont pires que d'autres. » La vieille dame regarda par la fenêtre la rideau d'eau. Celle-ci semble être mauvaise. Cécile ne put rester immobile. Elle enfila les vêtements les plus pratiques qu'elle avait et sortit sur la véranda. De là-haut, elle pouvait voir du mouvement dans les champs. Des ombres se déplaçant dans l'obscurité de l'aube. Des hommes courant, des cris portés par le vent. Elle ne put se contenter d'observer. Elle descendit et courut vers l'activité, la pluie la trempant instantanément. La rivière était méconnaissable. Ce qui était normalement un cours d'eau tranquille était maintenant une bête furieuse, rugissant et écumant, emportant des arbres entiers arrachés par le courant. Un barrage de terre et de pierres. C'était tout ce qui la contenait, et ce barrage se fissurait. Philippe était au milieu d'un groupe d'hommes, criant des ordres au-dessus du bruit de la tempête. « Nous devons renforcer avec des sacs de sable. Si elle rompt, nous perdons la moitié de la plantation. » Les travailleurs couraient, portant des sacs, les empilant contre le barrage fragile. Mais il n'était pas suffisant. Ils n'avaient pas assez de mains, pas assez de temps. Cécile ne réfléchit pas. Elle agit simplement, courut là où se trouvaient les sacs vides, en prit un et commença à le remplir de terre mouillée avec une pelle abandonnée. « Cécile, qu'est-ce que tu fais ?» Philippe la vit et vint en courant. « Retourne à la maison. Tu n'as pas besoin d'aide. C'est dangereux. » « Alors nous sommes en danger ensemble. » Il l'étudia une seconde, vit la détermination dans ses yeux et la sentit. « D'accord, mais reste loin de la rive. » D'autres travailleurs virent Cécile travailler, et quelque chose changea. Si la professeure, la jeune femme de la maison principale, était là dans la boue et la pluie, alors cela importait. Cela importait vraiment. Plus de gens commencèrent à apparaître. Madame Rose avec 2 de ses enfants plus âgés, Damien avec d'autres jeunes, même des femmes qui ne travaillaient normalement pas dans les champs, vinrent aider, portant des sacs, préparant de la nourriture chaude pour les travailleurs. Pendant des heures, ils luttèrent contre l'inondation. Le barrage se fissura 2 fois, mais ils réussirent à le réparer. La rivière continua de monter, mais les sacs de sable tinrent bon. Quand le soleil se leva enfin, la pluie commença à s'apaiser. La rivière, toujours haute et dangereuse, cessa de monter. Le barrage, renforcé et réparé des dizaines de fois, resta ferme.
Cécile s'effondra sur le sol boueux, trop épuisée pour rester debout. Elle était couverte de boue de la tête aux pieds, chaque muscle de son corps endolori, les mains à vif à force de porter des sacs rugueux. Philippe se laissa tomber à ses côtés, dans un état pas bien meilleur. Pendant un instant, ils restèrent assis là, respirant lourdement, regardant le barrage qu'ils avaient sauvé. « Tu es folle », dit-il finalement. Il se tourna pour la regarder, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était plus seulement de l'affection ou du désir, c'était un respect profond, de l'admiration, quelque chose de plus grand que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter. Tu as ouvert ta porte une nuit de tempête. Il toucha son visage, laissant une trace de boue, mais aucun des deux ne s'en soucia. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Les jours suivants furent consacrés à la récupération. Miraculeusement, les dégâts furent moindres que ce qu'ils auraient pu être. Une partie des vignobles avait été inondée, mais la majeure partie avait survécu. Avec un travail acharné, ils pourraient récupérer ce qui avait été perdu. Mais l'effort collectif de cette nuit-là avait changé quelque chose à la ferme. Les divisions entre propriétaires et travailleurs, entre colons et anciens esclaves, semblaient moins importantes. Ils avaient lutté ensemble, côte à côte, dans la boue et la pluie, et cela avait créé un lien. Cécile le sentit particulièrement à l'école. Les enfants parlaient avec fierté de la façon dont leurs parents avaient aidé à sauver la ferme. Certains parents commencèrent à apparaître, demandant si elles pouvaient aussi enseigner aux adultes à lire. Ils voulaient apprendre, maintenant qu'ils en voyaient la valeur. Philippe, voyant l'intérêt, accepta d'étendre les cours. Cécile commença à enseigner aussi quelques soirs par semaine à des adultes maladroitement tenant des crayons pour la première fois, luttant pour former des lettres, mais déterminés. La transformation était belle à voir, mais tout n'était pas de bonnes nouvelles. Malgré avoir sauvé la plantation, les dettes demeuraient. La banque envoya un représentant, un homme sévère en Cosse.